Comment calibrer votre écran de monitoring pour DaVinci Resolve? Nous allons voir dans cette série de 2 vidéos les différents aspects avec les différents matériels que vous pouvez employer. Durant cette série de 2 vidéos, on va voir les différents aspects. Dans la première partie, nous allons voir déjà les différentes situations que je vais vous expliquer dans la gestion de la couleur sur un moniteur, puisque selon le matériel que vous avez, selon le nombre d'écrans, selon que vous avez installé une carte Blackmagic Decklink ou une Ultra Studio 4K Mini ou un autre équipement, la gestion va être différente, selon aussi que vous employez un écran 8 bits ou un écran 10 bits. Donc, dans cette première partie, on va voir les différentes situations que vous pouvez rencontrer. Ensuite, je vous ferai voir comment on va faire une calibration. Alors, pour les anglophobes, je m'excuse tout de suite, puisqu'en effet, calibration est un mot anglais, c'est calibration. Normalement, ça serait un calibrage, mais on emploie tous le mot calibration. Donc, je vais aussi faire cette faute de français et employer le mot calibration pendant cette série. Voilà. On va déjà regarder comment on fait une calibration lorsqu'on a un écran 8 bits. On verra aussi parler de la calibration hardware lorsqu'on a un écran 10 bits à calibration hardware, donc les écrans haut de gamme. Et dans la partie 2, on verra comment on va gérer notre écran quand il est attaché à une carte Blackmagic Decklink ou une Ultra Studio 4K Mini, et auquel cas, en effet, ce n'est pas du tout la même gestion de la colorimétrie. On parlera de l'emploi d'un écran déjà calibré en hardware, et après, on ira regarder avec un outil gratuit comment tirer une lutte 3D que vous allez pouvoir utiliser afin de vraiment être plus précis sur l'affichage des couleurs à travers une carte, Resolve, une carte Blackmagic et notre écran relié. Et où bien sûr on affichera notre lutte 3D, on utilisera la lutte 3D pour vraiment aller un peu plus loin, être un peu plus précis encore sur l'affichage. Alors commençons tout de suite sur la partie 1. Alors déjà, il faut que vous compreniez que selon la manière dont est relié l'écran, la gestion de la colorimétrie ne va pas être de la même manière. Si vous avez un écran 8 bits qui est connecté à un ordinateur, la gestion dans ces cas-là passe par la carte graphique, la carte vidéo de l'ordinateur. Dans ces cas-là, on va utiliser un profil ICC. Alors, on va pouvoir rencontrer cette situation avec DaVinci Resolve Studio, puisqu'aujourd'hui, depuis la version 16 de DaVinci Resolve, vous n'êtes plus obligé de mettre une carte Blackmagic pour pouvoir avoir un écran de monitoring. Attention, ce n'est accessible qu'avec DaVinci Resolve Studio. Avec la version gratuite, vous n'avez pas cette fonction, mais avec la version payante, vous avez cette fonction qui s'appelle... Et ça va s'appeler... Video Clean Feed. Voilà. Donc vous avez cette fonction sur un DaVinci Resolve Studio, et donc dans ces cas-là, en effet, si vous avez branché au minimum 2 écrans, vous pouvez assigner le premier écran comme un écran de travail, donc vous avez vos palettes, votre timeline, vos color wheels, etc., vos onglets, donc de DaVinci Resolve, et vous pouvez assigner au deuxième le fait que c'est un écran de monitoring. Bien entendu, si vous avez 3 écrans, ce qui est le cas ici, là il y a 3 écrans, il y a 2 petits écrans, et là j'ai un Bank SW271C qui est un écran 10 bits à calibration hardware. Hop, je vais faire redémarrer ma petite vidéo. Voilà. Donc, si vous connectez directement un écran 8 bits, et même quand vous le mettez en monitoring, dans ces cas-là, la gestion passe par l'ordinateur. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir quand même votre écran calibré, il va falloir que vous tiriez en fait un profil ICC qui va être utilisé par le système et qui va être ensuite utilisé par Blackmagic pour afficher les bonnes couleurs. C'est une solution qui est intéressante parce qu'elle est très très économique évidemment, puisqu'on peut faire ça déjà avec un écran 8 bits, donc ça peut démarrer avec un écran qui coûte pas cher. Maintenant évidemment, je vous rappellerai tout de même que la qualité de l'écran fera aussi, on aura beau vouloir faire une calibration d'écran avec un espace couleur pour la vidéo, etc., etc., on affichera toujours que les possibilités de votre écran. Si vous achetez un écran à 150 €, je ne sais pas que ça sera nul d'ailleurs, mais ça ne sera pas aussi fin que si vous avez un écran 10 bits et calibration d'hardware. Déjà un écran 8 bits dont la gestion passe par la carte vidéo, vous allez être en 16 millions de couleurs.
là où sur un écran 10 bits à calibration d'hardware, vous serez en milliards de couleurs. Donc on n'est pas dans le même monde au niveau de la finesse, on le ressentira au niveau des dégradés. Voilà. Mais c'est le premier pas. Alors c'est déjà un pas, je dirais, enfin, c'est un pas possible si vous avez un ordinateur et que vous n'utilisez qu'un seul écran. Auquel cas, vous n'utilisez pas la fonction de CleanFit pour avoir un écran adressé pour le monitoring. Je rappelle ce que c'est qu'un écran de monitoring tout de même. Ça veut dire que sur l'écran qui n'est pas de monitoring, vous allez pouvoir travailler et l'écran de monitoring vous affiche votre film, comme c'est le cas. Là, j'ai un écran de travail et derrière, j'ai le film qui passe, qui est le résultat de toutes les manipulations, corrections que je vais faire. Ils vont s'afficher sur l'écran de monitoring, d'accord? Donc, si vous n'avez qu'un seul écran, vous avez la possibilité, en effet, quand vous travaillez, de faire après un commande F ou un contrôle F, de manière à ce que votre écran de palette devienne votre affichage plein écran, tout simplement. La gestion, dans ces cas-là, passe par la carte graphique de l'ordinateur, si vous êtes avec un écran 8 bits. Deuxième possibilité, vous n'avez qu'un seul écran, mais vous avez mis un écran 10 bits à calibration hardware, comme ce Benq SW271C, qui est un excellent écran. Au passage, si vous n'avez pas encore vu le résultat de cet écran, je vous invite à aller sur mon blog ou ma chaîne YouTube, parce que j'ai fait une vidéo dessus, j'ai vraiment été très étonné. C'est un écran vraiment très très intéressant, très bien placé un prix, puisqu'il arrive en dessous des 1500 € TTC, et pour un écran qui va afficher un 100% en Rec 709, et on va être plus loin, on va être autour des 90% en DCI-P3, entre 80 et 90% en DCI-P3, donc c'est vraiment très très bien pour un écran de ce prix-là. Moi je l'ai choisi ici sur ma palette, et donc on va le prendre tout au long de cette vidéo, enfin de ces deux vidéos, en exemple, mais je vous parle quand même des autres possibilités, puisque vous n'avez pas automatiquement ce type d'écran, et j'aimerais que cette vidéo vous serve, quelle que soit la situation. Voilà. Donc toujours est-il que, si vous avez, par exemple, un Mac mini ou une tour, et que vous mettez qu'un seul écran 10 bits à calibration hardware, là, je dirais que la situation va être différente. Pourquoi? Parce que vous allez faire une calibration avec l'outil propriétaire de l'écran, donc Bent, ici pour celui-là, ça sera un Palette Master Element. Si c'était une autre marque, ce serait l'outil propriétaire de l'écran, et auquel cas, lorsque vous allez faire la calibration va rentrer dans l'écran, c'est pour ça qu'on dit une calibration hardware, et auquel cas, la gestion ne passera plus par la carte vidéo. D'accord? Vous retrouverez, si vous n'avez qu'un seul écran, dans la même situation, vous aurez donc vos palettes qui s'afficheront, et vous ferez encore une fois votre contrôle F ou commande F pour faire un affichage plein écran. Voilà. Dans la partie 2, nous verrons que lorsque l'on va utiliser un écran de cette manière, on peut très bien, c'est-à-dire en mettant en troisième écran avec la position clean field, je me rappelle bien, voilà. Dans ces cas-là, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir vos deux écrans qui seront, si c'est des 8 bits, contrôlé en gestion par la carte vidéo, et le troisième qui, lui, sera calibré en interne, avec une calibration interne, avec l'espace couleur que vous désirez en destination, donc RAID 709, DCI-P3, voilà. Et la gestion se fera par l'écran. Déjà, vous allez voir, vous arrivez déjà à une qualité très haute, hein. C'est très très précis, hein, parce que la calibration hardware, ça marche vraiment bien. Par contre, vous avez encore d'autres possibilités. On va voir que si jamais on fait passer notre flux à travers une carte Blackmagic, alors là derrière j'ai une Decklink, mais ça peut être aussi sur une carte comme celle-ci, hein. Là on est sur un Ultra Studio 4K Mini, hein. Superbe carte, entre autres très bonne carte si vous avez des nouveaux Mac avec des prises USB-C, puisque c'est une carte, bien sûr pour le 4K. On n'est pas obligé d'avoir des cartes aussi chères si vous voulez rester en HD, hein, bien sûr, mais dès que vous passez 4K, c'est déjà les cartes beaucoup plus grosses. Dans ces cas-là, vous allez rencontrer deux situations possibles. Dans la première situation, vous le connectez, l'écran en effet est connecté à la carte Blackmagic, donc il n'y a plus de gestion par l'ordinateur, on est bien d'accord, il n'y a plus de profil ICC. Si vous êtes sur un écran à calibration hardware, comme la calibration est dans l'écran, vous pouvez l'utiliser comme ça, de cette manière-là. C'est d'ailleurs le cas quand si vous allez louer un écran qui a déjà une calibration avec un espace et qu'on vous le loue, enfin vous le prenez pour le mettre sur votre station et vous branchez une carte, c'est ce qui se passe. On peut se dire que, en effet, l'outil que vous employez, DaVinci Resolve, les câbles, la carte, tout ça, peuvent jouer un petit peu sur la restitution de l'affichage. En d'autres termes, votre écran est bien calibré en hardware pour afficher les bonnes couleurs, mais
tout élément qui est sur la chaîne pourrait légèrement faire des modifications, et cet écran, dans ces cas-là, eh bien, ça générera des petites erreurs. Alors, soyons, je veux vraiment être précis ici, c'est très relatif. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je fais des tests, je me rends compte que même quand on a un écran à calibration hardware qui est parfaitement calibré et qu'on le connecte sur une carte Blackmagic, qu'on a des câbles de bonne qualité, le résultat est très, très propre. Pour moi, des écrans de ce type-là à calibration hardware, quand ils sont calibrés, on est peut-être un tout petit soupçon, un tout petit peu généreux au niveau de la saturation et du contraste, un tout petit peu, mais vraiment, vraiment un tout petit peu, Alors on peut aller sur un pas en plus, qui va être de créer une lutte 3D, qu'on va utiliser, en fait, qui va ramener, je dirais, les petites erreurs qu'on pourrait avoir à travers notre chaîne qui est constituée par l'ordinateur, le câble, la carte, le câble à nouveau. Toute cette chaîne, toute petite déviance va être recalculée par la lutte. Et on va voir ça dans la partie 2. On va voir comment, avec un outil gratuit, on peut donc tirer une lutte 3D qu'on va utiliser soit en l'incorporant dans DaVinci Resolve, d'accord? Auquel cas, vous verrez que vous n'avez pas besoin d'avoir une box lutte, on peut le mettre directement, ou alors, en effet, on peut mettre une box lutte, donc un petit équipement, je ne l'ai pas là sous la main, mais je vous ferai voir ça dans la partie 2. Donc on va avoir un petit boîtier qu'on va mettre entre la carte Blackmagic et l'écran, et on va mettre la lutte, on va stocker la lutte à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est une manière, en fait, encore une fois, de faire passer la lutte pour modifier l'affichage très très légèrement. Donc là, on est bien sûr très précis, puisqu'on a déjà un écran qui est calibré. Voilà. Alors, pour certains outils, parce que là, je suis en train de vous parler que d'écran, que du Bank SW271C, on est bien d'accord. Mais vous allez voir, et on en reparlera, que lorsqu'on utilise d'autres types d'écrans, dans ces cas-là, en effet, il faut mieux tirer une lutte directement, une lutte 3D. On verra que la création d'une lutte 3D de compensation des erreurs, en fait, entre un écran qui est déjà calibré en hardware et un écran qui n'a pas de calibration d'hardware, on va la faire un peu différemment, évidemment. Voilà. On peut aussi employer, je dirais, il n'y a pas que des écrans, on peut aussi employer un plasma s'il est de bonne qualité, on peut employer plein de choses. Voilà. C'est toujours le même process. Si vous voulez, un écran qui est connecté à l'ordinateur, je vais re-simplifier tout, un écran qui est connecté à l'ordinateur, c'est soit un écran qui est géré par la carte vidéo, donc un écran 8 bits, auquel cas on est sur un profilage que l'on doit faire avec un outil, donc l'outil de votre sonde, normalement, ou l'outil de l'écran, s'il en a, ok. Un écran 10 bits, c'est différent, vous tirez un profil, et ce profil, cette lutte, en fait, au final, il y a une création de lutte qui est faite dans l'écran en hardware, d'accord? Et auquel cas, la gestion n'est plus dans la carte vidéo, c'est dans l'écran. Si vous connectez votre écran à une carte Blackmagic, c'est terminé, la gestion n'est plus en travers, je dirais, l'ordinateur, l'écran est séparé, et auquel cas, évidemment, il va falloir le gérer. Alors, soit s'il a une calibration hardware, mais il est géré en hardware, donc il a besoin de personne, ou il n'est pas géré en hardware, et donc vous devez faire un fichier de correction, ce qui sera ici une lutte 3D, puisque c'est le format de correction qui est accepté par une carte Blackmagic et par ce fil, tout simplement. Voilà. Et même si vous avez fait, en effet, si vous avez un écran qui est déjà calibré correctement, on peut avoir une lutte de compensation, de correction des petites erreurs qui pourraient être inhérentes à votre flux à travers le matériel. Voilà. Donc je vous ai à peu près synthétisé tout. Maintenant, on va aller voir les choses les plus simples au départ. On va aller revoir comment on fait une simple calibration d'écran 8 bits, en fait, tout simplement. Alors, petit détail, avant d'aller voir ça, si jamais vous avez un écran de monitoring qui est juste, ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier de faire la calibration de vos écrans de travail. Il n'y a rien de plus déroutant, à mes yeux, que d'avoir un écran de monitoring qui est bien et un viewer qui est totalement à l'ouest à côté. Je l'ai déjà vu 20 fois, c'est assez perturbant. C'est beaucoup plus simple. Même si votre écran de viewer, même si votre écran qui vous sert à mettre les palettes est beaucoup moins précis et beaucoup moins puissant en restitution des couleurs, en espace colorimétrique, je devrais dire. Vous voyez ici, quand je regarde ça, je ne sais pas, vous pouvez le voir avec l'angle, vous vous en rendez pas compte, mais quand je regarde mes deux écrans, j'ai quasiment la même chose. J'ai juste un tout petit peu plus saturé ici, ce qui est
tout à fait logique, puisque ici, il est corrigé pour qu'on baisse vraiment ce côté un tout petit peu flatteur de l'écran quand on est sur un profil ICC. Enfin, c'est ce que je ressens moi, personnellement. Donc là, mais on a une concordance. C'est beaucoup plus agréable de travailler avec tous les écrans qui sont calibrés. Évidemment que si vous avez un écran haut de gamme qui est pour le monitoring et qu'il est calibré, ça sera lui votre maître étalon. Vous ne regarderez que celui-ci lorsque vous ferez des corrections colorimétriques, évidemment, et c'est lui que vous croirez, vous ne regarderez plus cet écran. Mais c'est quand même intéressant d'avoir toute la chaîne calibrée. Alors pourquoi est-ce que je vous fais voir cette calibration toute simple? C'est parce que je pense aux personnes qui n'ont au final qu'un seul écran, ou aux personnes, on est bien d'accord que ce n'est pas la situation la plus performante, on est bien d'accord, mais on peut tout à fait imaginer que vous travaillez avec un Resolve sur un ordinateur portable et qu'en déplacement, vous devez produire un film et que vous utilisez par exemple l'écran de votre portable. Donc là, on est d'accord qu'au fur et à mesure, je réduis les capacités, mais voilà, tout va vraiment dépendre au final de la finalité de la diffusion. Si vous êtes en train de produire pour un client un film pour une diffusion sur Internet, je ne dis pas qu'une diffusion à travers une chaîne YouTube, on ne doit pas faire de qualité, pas du tout. Mais évidemment que selon votre diffusion, il y aura un niveau d'exigence, une tolérance qui sera plus ou moins souple. Si vous faites un sujet pour un client sur un déplacement qu'il doit mettre sur sa chaîne, si jamais vraiment vous avez calibré correctement votre écran d'ordinateur portable, on est bien d'accord, eh bien, vous ne serez jamais à l'ouest. C'est pas vrai. Vous pourrez avoir une petite perte au niveau de la saturation. La teinte, non. En fait, la teinte n'est pas le plus compliqué au final. Mais vous allez avoir peut-être une petite erreur au niveau de la saturation, au niveau du contraste, au niveau de la luminosité. Mais pourquoi? Parce qu'on va le voir ensemble, c'est les points les plus délicats. Plus délicats encore que la colorimétrie, le premier paramètre que vous devez prendre en ligne de compte, c'est la luminance de votre écran. Que ce soit d'ailleurs pour un écran, une palette, un écran, je dirais, de travail, un seul écran si vous êtes sur un portable, ou un écran de monitoring, la luminance est le point le plus délicat à faire. Évidemment que si vous êtes en déplacement, la luminance est toujours calée par rapport à la situation d'éclairage dans laquelle vous vous trouvez. Donc si vous avez fait, pour simplifier, si vous avez fait une calibration pour votre écran de portable dans des conditions idéales, entre guillemets, donc une lumière pas trop forte, un peu la pénombre, et que vous vous retrouvez à retravailler dans une situation où vous avez beaucoup de lumière, évidemment que vous allez vous planter. Donc vous n'avez que deux possibilités, soit vous refaites une calibration sur place, dans ces cas-là, il faudra amener une sonde, comme celle-ci. Alors là, je suis avec une i1 Profiler, un i1 Display Pro, pardon. Maintenant, la nouvelle société s'appelle Calibrite et ces sondes vont s'appeler Color Checker Display Pro, voilà, au mieux de i1 Display Pro. C'est les mêmes produits par derrière, fait par X-Rite. Toujours est-il que ça, il faut l'amener dans votre sac dans ces cas-là. Autre solution qui peut être intéressante, si vous êtes en déplacement et que vous savez que vous allez devoir produire un film en déplacement, ça peut être bien d'avoir une valise ou une cabine qui vous permet de mettre votre portable à l'intérieur et donc d'avoir une zone un peu protégée de la lumière pour être un peu moins perturbé par la lumière qui vous entoure. Voilà. Mais sachez qu'on choisit la luminance lors d'une calibration toujours en rapport avec la luminance, le nombre de lux qui est dans la pièce qui vous entoure. D'accord ? Ça, c'est un point précis à comprendre, parce que je vois aussi parfois des gens qui me parlent de « Ah oui, mais moi, là, c'est pas la norme, etc. » Ça me fait rire quand je vois des gens, enfin ça me fait rire. Il y a des gens parfois qui me parlent de normes, mais ils veulent mettre à la norme leur calibration, donc espace couleur, gamma, luminance, valeur du point blanc, donc température, sauf que la pièce qui les entoure n'est absolument pas dans la norme. Si vous voulez vraiment faire une calibration qui est dans la norme, ça sous-entend que votre pièce, elle aussi, doit être dans la norme. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Et par contre, ne pas être totalement dans la norme au niveau de la pièce, ce n'est pas grave. Simplement, vous devez réadapter les paramètres que vous mettez lors de votre calibration. Un exemple, si vous êtes travaillé en DCI-P3, par exemple, et que vous voulez travailler pour un flux de cinéma, normalement, la norme est faite pour que vous travailliez dans le noir, quasiment dans le noir. Si vous ne voulez pas travailler totalement dans le noir, ce n'est vraiment pas un problème. Simplement, vous allez réévaluer la luminance que vous allez mettre sur votre écran, puisque comme vous aurez un peu plus de lumière dans la pièce, eh bien, il faudra que l'écran soit un peu plus lumineux. Voilà. Et dans le même état d'esprit, vous devrez aussi modifier le gamma. Il faut bien comprendre que lorsque sur un DCI-P3, quand on est en gamma 2.6,
on est en gamma 2.6. Alors, les gens se disent, mais c'est super contrasté. Pourquoi on se met dans un gamma qui est très, très contrasté, alors qu'au final, on est dans le noir, donc on doit encore plus voir le contraste. Oui, ça c'est vrai. Sauf que comme on est dans le noir, on descend la luminosité de l'écran. Même sur une projection en salle noire d'ailleurs. On descend la luminosité, et en descendant la luminosité, qu'est-ce qui se passe? On a une perception du contraste qui descend. Et c'est pour ça qu'on met donc plus de gamma. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes dans une pièce, vous n'êtes pas dans le noir, et vous calibrez pour un DCI-P3, dans ces cas-là, votre écran ne va plus être autour des 40 candélas, autour de 40, 47, il va être peut-être à 80, et auquel cas, votre gamma, qui était un gamma de 2.6, vous allez passer à 2.4. Pourquoi? Parce que si vous laissez 2.6 avec beaucoup plus de lumière, là, le contraste va être beaucoup trop important à l'œil. D'accord? Comme marge de sécurité, dites-vous, du moins comme valeur à prendre en compte, dites-vous que vous devez être entre 30 et 40 lux de plus. Ça veut dire, enfin, lux et candela, on ne parle en mètres carrés, les deux, c'est-à-dire que si dans votre pièce, vous êtes par exemple autour de 40 lux, 50 lux, 40 lux, prenons 40 lux, voilà, 40 lux, ça veut dire que vous allez devoir régler en luminance sur l'écran, votre écran, 40, vous devrez être entre 70 et 80, 40, 50, 70, 80 lux. Voilà. Donc vous adaptez en fait la luminosité par rapport à la luminosité de votre pièce. C'est très difficile de travailler totalement dans le noir, donc on peut avoir envie de travailler. Je ne vous parle pas dans beaucoup de lumière, attention, n'explosez pas. Par exemple, sur les salons, quand on fait des démonstrations, c'est toujours amusant parce que les gens se disent... Enfin, on ne peut pas avoir une bonne calibration d'écran. Quand on a beaucoup de lumière, on est bien sûr obligé de faire claquer les écrans à fond, les manettes, sauf que voilà, lorsqu'on commence à dépasser les 100, 120 candélas sur un écran, on n'est plus dans ces grandes capacités d'afficher les bonnes couleurs. Donc il faut toujours rester en dessous 120, je dirais. Voilà. Mais le bon niveau, c'est autour des 80, puisque au niveau physique, un écran autour des 80 candélas, il donne vraiment le maximum de cette qualité. Hein, voilà. Donc vous pouvez bien sûr être un peu moins, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment pas un problème de travailler dans une pièce qui n'est pas totalement dans le noir, si vous réadaptez la luminosité de votre écran de monitoring, et de tous les écrans d'ailleurs au passage. Hein, voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour des situations. Maintenant, on va aller voir concrètement comment on fait. Alors, on se retrouve maintenant pour faire une calibration d'un écran tout simplement en 8 bits. Hein. Donc là, comme j'ai une i1 Display Pro de chez X-Rite, ça va être i1 Profiler. La nouvelle version, donc en Calibrite, ça sera Color Checker Profiler, autant que je m'en souvienne. Voilà. On est d'accord qu'on va utiliser le logiciel de la sonde qu'on emploie. Ici, je vais donc enlever la barre que j'ai, la bank screen bar. Alors normalement, vous allez pencher votre écran de manière à ce que la sonde reste bien appliquée, mais comme moi c'est sur un mur qui est fixe, fatalement je ne vais pas le faire. Alors je vais déjà commencer par ouvrir le logiciel i1 Profiler. Voilà. De là, il se met en mode démo, c'est le temps qu'ils comprennent qu'il y a le dongle et que donc j'ai la licence pour l'outil. En fait, sur cette sonde, le dongle qui est là, le contrepoids fait office de dongle pour débloquer les fonctions. Donc là, voilà, il a compris. Vous vous mettez en mode avancé. On double-clique sur caractérisation. Et il voit les deux écrans qui sont branchés sur l'ordinateur. Donc je double-clique sur l'écran que je veux calibrer. Et là, je vais double-cliquer sur BT709, donc Rec 709, parce que c'est l'espace que je veux sur cet écran. Il va aller placer tout de suite les valeurs pour le point blanc. Il se met en BT709. Il m'annonce un 80 candela puisque c'est un peu le standard. Mais vous pouvez le modifier. Hein. Si ici je me mets à personnaliser, je vais pouvoir modifier si j'ai envie de modifier et je peux double-cliquer dessus pour mettre la valeur qui m'intéresse hein, en cible. Vous voyez qu'ici, je peux aussi faire mesurer, et auquel cas, je peux utiliser l'outil pour mesurer. D'accord? Si jamais vous mesurez, pensez à une chose, pensez à faire plusieurs mesures. Vous voyez 59, ici maintenant j'ai 33. Donc vous faites plusieurs mesures, c'est cette partie qui fait le dôme. Là, comme j'ai de la lumière, bien sûr, je dois faire gaffe. Ne vous mettez pas trop près de l'écran, mettez-vous devant vous et vous faites plusieurs mesures et vous allez utiliser, du moins vous allez prendre comme valeur la valeur moyenne
en luxe qui se place ici. Oubliez les informations qui est données par l'outil derrière en luminance 80. Déjà, si jamais j'étais à 70 lux, il ne faudrait pas que je me mette à 80. 70 lux, il faudrait que je me mette autour des 100-110 candela mètre carré. Il se plante complètement. Donc en dessous, mesurer, je vais faire annuler. Voilà. Ici, je suis bien sur 80 et je continue. Là, Bradford ICC version 2, je vais le mettre. Hop. Et ici, on arrive au nombre de patchs. Alors, parfois, les gens qui ont des petits moniteurs se disent qu'en mettant un grand nombre de patchs, ça va être plus précis. Déjà que l'écran n'est pas top, autant mettre beaucoup de patchs pour analyser, pour avoir une meilleure analyse. Au final, c'est pas ce qui se marche. C'est-à-dire que quand vous avez un petit écran, il vaut mieux pas mettre trop de patchs parce que ça génère souvent des erreurs lorsqu'il veut créer le profil. Voilà, toutes ces petites erreurs, il essaye de lisser tout ça et il nous fait un mauvais caramel. Donc si vous avez un petit écran, restez plutôt entre petit mais moyen. Et au final, moyen, c'est ce qui marche le mieux. Même quand vous avez un écran 10 bits, on aura le même principe du nombre de patchs, même pour les luttes d'ailleurs. Il est d'ailleurs assez amusant que quand je mets par exemple ici un nombre de pages pour moyen, on parle de 200 patchs. Pour une lutte, une valeur moyenne, ça sera autour des 2000, quoi. On va commencer à 1500, voire 3500. Vous voyez qu'on a besoin d'analyser beaucoup plus de patchs pour créer une lutte 3D que pour créer un profil ICC. Voilà. Donc ici, je vais mettre moyen, soit 211. Et je vais lancer, je vais sur suivant, démarrer la mesure. J'ai cliqué ici sur la possibilité de régler le contraste, les canaux et la luminosité. C'est vraiment important. Il me demande de placer la sonde. Je fais attention qu'elle soit bien plaquée. Voilà. Ici, on a bien les différents paramètres qui sont contraste, contrôle RB, luminosité, et je clique. Comme vous voyez ici, il me dit que les 3 canaux ne sont pas bons, donc il va falloir que j'aille retourner sur les réglages de l'écran. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça étalonnage. L'étalonnage, quand on étalonne un écran, c'est la partie où l'on peut avoir accès, les parties réglages en fait par les boutons de l'écran. C'est l'étalonnage ou le précal. Et après, on lance la calibration. So user define. Et voilà, maintenant je peux refaire. Alors, une petite astuce, c'est de descendre quand vous avez 3 canaux comme ça à 100, parce que vous risquez de ne pas y arriver. Donc le mieux, c'est déjà de commencer à descendre déjà tous les canaux un petit peu pour avoir une souplesse derrière. Donc vous allez mettre par exemple à 95. Comme ça, vous pourrez monter ou descendre vos canaux. Parce que quand ils sont à 100, fatalement, on ne peut pas aller au-dessus. On est coincé. Voilà, donc maintenant que je suis là, je vais regarder ce que ça donne. Alors, je vois que je suis quasiment bon. Et ici, je vais donc monter un petit peu tout le monde. 97, par exemple. 97. Faire correctement le précal, c'est une chose très importante. Donc là, je vois qu'il faudrait que je descende un tout petit peu le bleu. Voilà, là on est pas mal. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aller sur suivant. Il va aller voir maintenant la luminosité. Voilà, je suis à 230, donc vous aurez compris que là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je vais aller sur Brightness, et là, on va descendre. On attend un petit peu de voir comment il réagit. Allez, on continue. Il va sûrement réagir d'un coup. Je vais aller en dessous quand même. Et maintenant, je fais suivant. Et là, maintenant, il va en fait envoyer tous les patchs. Donc, je vais le laisser travailler tout simplement. Une fois que c'est terminé, vous voyez, il se met à clignoter. Il vous demande de refermer la sonde. Vous faites suivant. Voilà. Alors, n'oubliez pas à ce moment-là d'aller faire un contrôle pour être sûr que ça s'est bien passé. Pour ça, vous allez faire suivant pour enregistrer déjà votre profil. Vous pouvez là le renommer si vous en avez envie ou pas. OK, il dit qu'il est enregistré.
Et maintenant ici, on va aller cliquer sur le test pour voir si jamais ça s'est bien passé. Alors une fois qu'on est arrivé sur le rapport, on voit que là j'ai un 0,8 en valeur moyenne, en delta erreur, hein, ce qui n'est pas exceptionnel, mais attention, ici je suis sur un petit écran 8 bits à 100 €, hein, donc même si vous êtes un écran sans être un écran haut de gamme, si vous êtes un écran déjà un peu plus sympa en qualité, hein, vous aurez un résultat qui sera bien meilleur. En plus, c'est un écran qui date un petit peu, donc voilà, c'est de valeur très moyenne, mais on va quand même regarder sur DaVinci Resolve comment on le fait pointer pour que ça marche. Donc là, je vais me mettre dans la situation où je n'ai qu'un seul écran, ce petit écran 8 bits, ce qui serait la même chose si vous étiez sur un portable, sauf que je pense que les résultats d'un écran de portable Retina d'aujourd'hui sera bien supérieur à ça. Alors, je ferme ceci. On va aller sur un Resolve. Donc là, je suis sur un seul écran. Je vais couper l'écran qui est calibré pour pas que ça vous perturbe. Et ici, vous voyez, dans Resolve, on va aller dans les préférences et on va regarder dans le général si on a bien cliqué d'utiliser le color management de l'ordinateur. Donc là, c'est sur un Mac, donc c'est Use Mac Display Color. OK. Donc comme vous avez pu voir, faire une calibration d'un écran en 8 bits, c'est extrêmement simple avec des outils propriétaires, hein, enfin des outils de votre sonde en fait. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller regarder une calibration en calibration hardware. Donc ici, comme j'ai un Bank, un SW271C, on va utiliser Palette Master Element. Vous allez voir que c'est un peu différent. D'une certaine manière, c'est plus facile, puisque, comme vous avez pu le voir sur la calibration avec la One Profiler, vous devez bien sûr bien caler vos canaux rouge, vert, bleu, votre luminosité, etc., etc., ce qu'on appelle l'étalonnage. C'est-à-dire que l'étalonnage, lors d'une calibration, c'est la partie où on appuie sur les boutons, la partie hardware, lorsqu'on appuie sur des boutons, d'accord ? Et donc, vous devez faire ce précal, en fait, alors que sur un écran 10 bits, il n'y a pas besoin. Comme l'ordinateur parle directement avec l'écran, fatalement, on n'en a pas besoin. Donc, comme vous allez le voir, c'est encore plus simple à réaliser. Alors là, j'ai branché le Bank SW271C. Donc, comme c'est une calibration hardware, je vais ouvrir le logiciel propriétaire de Bank. Ici, il reconnaît bien l'écran, hein. Et je vais me mettre en mode avancé. Vous voyez, c'est assez similaire au final. Ici, je fais démarrer. Suivant. Et on va aller choisir ici aussi le Rec 709. Alors, vous voyez qu'on pourrait très bien se mettre en DCI-P3. Alors, on peut ici se mettre en custom. Alors, attendez que je vous fasse voir où c'est. Ça doit être ici, voilà. Ici, vous pouvez vous mettre en custom de manière à rentrer ce que vous voulez, hein, si vous voulez changer l'espace, qui pourrait être intéressant d'ailleurs. Alors, là, je vais prendre le même réglage, 82,4 en gamma. Exactement pareil que tout à l'heure. Donc voilà, donc je fais démarrer la mesure. Il me demande encore une fois d'aller positionner la petite sonde. Hop là! Là, comme je n'ai pas de problème de support, je vais le basculer. Et c'est parti, j'appuie sur continue. Ça va être, comme il parle directement, comme le logiciel parle directement à l'écran, ça va être beaucoup plus rapide. Alors je vous rappelle que lorsque vous avez un écran 10 bits à calibration hardware, soit c'est un écran récent comme celui-ci, vous avez un USB-C, mais ça c'est valable quand vous avez un ordinateur qui a aussi des ports USB-C, auquel cas, dans l'USB-C, vous avez en même temps la partie information pour l'affichage et en même temps la partie connexion avec l'écran. C'est-à-dire qu'il peut envoyer des infos et de la vidéo en même temps dans le même câble. Si jamais vous êtes sur un ordinateur qui n'a pas de connexion USB-C, vous devrez mettre un câble pour la vidéo et vous devrez lui rajouter un câble USB pour que le logiciel puisse parler avec l'écran et envoyer toutes les informations. Donc je vais les laisser tourner et on va se retrouver à la fin. Donc une fois que la calibration est finie, on demande là aussi une vérification pour voir les résultats.
Donc je vais faire ici, valider l'étalonnage, continuer. Voilà, je positionne et je vais envoyer les patchs colorés qui vont passer. Voilà, alors évidemment, on n'est pas dans le même monde sur ce type d'écran avec le petit écran 8 bits. Donc je fais terminer. Et voilà. Alors je vais aller chercher un petit outil pour regarder un peu le résultat qu'on a obtenu avec les deux écrans. Voilà. Notre cible, c'était du Rec 709. Et avec une colorimétrie perceptuelle. Voilà. Et je vais aller chercher les deux profils. Ici, je vais avoir le profil de mon petit écran 8 bits. Donc, comme on peut le voir, on ne couvre pas la totalité. Voilà. Et je vais aller chercher l'écran 10 bits à calibration hardware, ce qui va donner autre chose. Voilà, donc on voit que évidemment sur l'écran 10 bits, on a une meilleure qualité. Alors maintenant qu'on a fait ça, je vais quitter Raw File et je vais aller ouvrir un DaVinci Resolve. Voilà, donc là, comme vous voyez, on n'est pas du tout dans le même niveau. Donc dans le cas où j'ai branché un écran pour les palettes et à côté de ça, un deuxième écran, là c'est un SW271, donc un écran 10 bits, il est clair que je vais garder l'écran 10 bits pour le monitoring, bien sûr. Et donc ici, je vais aller dans Workspace et je vais activer le Video Clean Feed. Tac, vous voyez. Et j'ai dans ces cas-là un écran pour les outils et un écran qui a eu une calibration 10 bits. Donc une calibration hardware avec une très grande qualité. Là, on voit que je retrouve bien mes fichiers. Voilà, nous arrivons à la fin de cette partie 1. Maintenant, vous avez vu le début, c'est-à-dire les solutions les plus simples, quand on a une gestion qui est faite que par l'ordinateur et qu'on n'utilise pas en fait de lutte 3D. Voilà. Dans la deuxième partie, on va s'atteler aux situations où vous avez une carte Blackmagic et vous avez relié votre écran de monitoring sur une carte D-Link, un Ultra Studio 4K Mini ou une autre carte d'ailleurs, une carte d'affichage qui est prise en compte. On verra les deux situations, celle où on conserve un écran qu'on a calibré à part du système Resolve en fait, et celui où on va aller retirer une lutte de compensation de manière à pouvoir affiner au maximum notre calibration. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je remercie aussi mes partenaires, donc la société Bank ainsi que la société PBS Vidéo pour leur aide dans la réalisation de cette série de vidéos. Voilà, à très bientôt pour la deuxième partie.